Sud Radio vous explique, première visite officielle du nouveau chancelier allemand en France, Friedrich Merz, qui a été reçu hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Une annonce, notamment la création d'un conseil de défense et de sécurité commun. Dit comme ça peut sembler un peu flou. Alors, concrètement, c'est quoi un conseil de défense et de sécurité franco-allemand? On se pose la question avec vous, Arthur Königsberg. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Sur Sud Radio, vous êtes le président fondateur d'Eurocréative, think tank français sur l'Europe centrale, orientale, sur les Balkans. Concrètement, à quoi il peut ressembler ce conseil de défense et de sécurité commun? C'est un instrument politique et technique qui vise à coordonner les actions et les efforts des gouvernements français et allemands sur les sujets stratégiques, sur les sujets de réarmement ou sur les sujets géopolitiques, comme le soutien militaire à l'Ukraine. Mais c'est essentiellement un sujet technique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'une des annonces qui a beaucoup retenu l'attention parce que la symbolique est très forte. Un conseil de sécurité et de défense franco-allemand, ça parle aux deux peuples français et allemands. Mais c'est avant tout... Ça parle, mais c'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair, ça, je suis d'accord. Et c'est surtout encore moins clair s'il n'y a pas plus d'alignement stratégique entre les gouvernements français et allemands. Juste avant l'élection au Bundestag, il y a 48 heures de Friedrich Merz, on pensait que le nouveau chancelier allemand allait avoir une latitude et une liberté pour se rapprocher et s'aligner sur les positions stratégiques françaises. Et c'était largement espéré à Paris. On voit qu'avec ce vote retardé, il a fallu un deuxième vote. Fallu un deuxième vote après avoir échoué au premier tour de 6 voix. Friedrich Merz n'aura pas la latitude et la liberté pour véritablement s'aligner peut-être sur Paris, et c'est l'une des déceptions qu'on sent monter à Paris ces dernières heures. C'est-à-dire qu'en matière de sécurité et de défense, on n'est pas sur la même ligne aujourd'hui avec l'Allemagne? On l'était pas hier, on l'était encore moins avec lorsque c'était le chancelier Olaf Scholz. Aujourd'hui, avec Friedrich Merz, il y a des questions qui se posent. Il y a un alignement sur le fait que l'Europe et les pays européens doivent augmenter leur budget militaire et se réarmer. Mais maintenant, sur la construction d'une base industrielle de technologie et de défense européenne, le fait d'acheter du matériel européen, le fait d'investir de l'argent européen pour acheter européen, et le fait de beaucoup plus soutenir l'Ukraine et même la vision du lien transatlantique, oui, il y a des questions qui se posent. Il y a aussi des questions qui se posent sur est-ce qu'il va y avoir un endettement européen commun pour financer nos efforts de défense. Ça, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas clair. Et ce n'est pas clair du côté allemand. Vous avez parlé de l'échelon européen, sauf que là, on est vraiment sur un conseil de défense franco-allemand. Est-ce que ça ne va pas fragiliser d'une certaine manière l'Union européenne sur ce point de vue, le fait qu'on se concentre sur ce couple franco-allemand? Je crois que les Français et les Allemands ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus gérer l'Europe justement uniquement en franco-allemand. Là, ce conseil de sécurité et de défense, c'est pour coordonner leurs actions, mais tout de suite après être passé à Paris, Friedrich Merz s'est envolé pour Varsovie, s'est envolé pour passer un message à cette grande puissance d'Europe centrale qu'est la Pologne. Il a aussi rapidement rappelé qu'il voulait se rapprocher au niveau stratégique de la Grande-Bretagne. On sent que le nouveau chancelier allemand ne va pas se concentrer uniquement sur la France comme partenaire stratégique, et la France aussi. La France ne parle plus, elle a parlé pendant des années d'un couple franco-allemand. Elle idéalisait peut-être sa relation avec l'Allemagne. On est passé à autre chose à ce niveau-là, ouais. Effectivement, je pense que les Français et les Allemands ont compris que le franco-allemand n'était plus le seul moteur de l'Union européenne, qu'aujourd'hui... Est-ce que nous, on l'a compris ? Oui, je pense que le président de la République, notamment c'est en juin 2023 ou fin mai 2023, qui fait un discours à Bratislava au forum de Globsec, et où il passe ce message à tous les pays d'Europe centrale et orientale qu'effectivement la France aujourd'hui va beaucoup plus parler, essayer de comprendre une grande partie de l'Europe, plus qu'elle ne le faisait ces dernières années. Aujourd'hui, effectivement, il est beaucoup plus intéressant d'essayer d'aller construire des coalitions avec ce qu'on appelle des petites nations, plutôt qu'en concentrant nos efforts pour essayer de convaincre l'Allemagne. Et je crois qu'un partenariat stratégique fort avec des pays comme la Pologne, avec les États baltes, avec la Finlande, avec peut-être demain la Roumanie, effectivement, c'est beaucoup plus important pour avoir un poids, pour avoir de l'influence en Europe qu'en se concentrant sur le franco-allemand. Mais pour ça, il faut une souveraineté. Vous avez parlé d'armement, souveraineté européenne en termes d'armement, d'achat, de production d'armement. On sait que certains pays, ça bloque. Est-ce qu'on peut s'orienter véritablement vers cela ? Oui.
mais il s'agit de partager une vision commune. Et aujourd'hui, effectivement, si à Paris, on semble avoir pris les conséquences du retrait, entre guillemets, même si c'est pas très clair, du retrait américain du continent européen et du changement d'attitude de Washington vis-à-vis à la fois du continent européen et de Moscou et de ce qui se passe ou sur le sujet de la guerre d'Ukraine, effectivement, ce n'est peut-être pas un constat qui est partagé dans toutes les capitales européennes. Je me déplace énormément en Europe centrale orientale. Oui. Il n'y a pas ce même regard sur ce qu'à Paris on appelle une cassure du lien transatlantique. Non, eux ils appellent ça un changement qu'ils espèrent temporaire et justement eux ils visent à temporiser, à calmer, à ne pas faire de grandes déclarations et à ne pas froisser Washington. Et Friedrich Merz est aussi dans cette attitude-là. Juste avant son élection comme chancelier, au Bundestag, il était beaucoup plus virulent sur les États-Unis, même qu'il a pu parfois qualifier d'adversaire. Depuis qu'il a été élu chancelier sur cette courte majorité. En même temps, sur ces élections, il n'était pas le choix de Washington, en tout cas, on va dire d'Elon Musk, à tout le moins. Non, c'est clair, mais sauf que le partenaire américain pour l'Allemagne est tout de même très important. Et si on sentait un Friedrich Merz beaucoup plus orienté sur cette idée d'autonomie stratégique européenne, aujourd'hui on le sent beaucoup plus fragilisé et prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris, il a rappelé plusieurs fois que les États-Unis étaient déterminants pour la sécurité de l'Europe, étaient déterminants aussi dans la guerre d'Ukraine, et qui, même sur le sujet du nucléaire, où il était plutôt ouvert sur la proposition française d'écouter ce qu'était la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Hier, lors de la conférence de presse, il a plutôt mis ça de côté et dit que l'Allemagne et l'Europe étaient déjà sous le parapluie nucléaire de l'OTAN et donc américain. Donc ce Conseil de défense et de sécurité franco-allemand, ce n'est pas une manière, ou en tout cas on ne va pas vers un partage de la dissuasion nucléaire française, si je vous comprends bien. Je crois que de toute façon, il n'y avait pas c'est un sujet très, très compliqué et complexe, le sujet de la dissuasion nucléaire française. Il ne s'agit pas de la partager. Il s'agissait de rappeler la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Et il s'agit de l'expliquer à nos partenaires. Si les Français ont déjà du mal à comprendre ce qu'est la dissuasion nucléaire française, imaginez nos partenaires européens. Imaginez ce qu'est pour un Polonais, pour un Allemand, pour un Finlandais, de comprendre ce qu'est la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. C'est compliqué. Qu'est-ce que sont les intérêts vitaux de la France? Je crois que le président de la République essaye depuis plusieurs mois de rappeler qu'effectivement, s'il y a une attaque sur un pays européen, ça peut engager les intérêts vitaux de la France. Mais il ne s'agissait pas de donner un nouveau bouton à nos partenaires européens. La dissuasion nucléaire française reste française. Mais il s'agit juste de rappeler sa dimension européenne. Arthur Koenigsberg, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, président fondateur d'Eurocréative, think tank français sur l'Europe centrale, orientale, sur les Balkans. Merci pour toutes vos explications. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Sud Radio, il est 7h42. Dans un instant, elle arrive Françoise Degois pour son édito politique. Un tout autre sujet. On va parler du conclave. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.